Bonjour et bienvenue à tous. L'association agroécologique de Carbouey est ravie de vous accueillir aujourd'hui à l'Athénée pour le premier sommet agroécologique à Bordeaux. Une journée comme aujourd'hui qui permet de réunir chercheurs, praticiens, agriculteurs, des étudiants et les acteurs majeurs du territoire nous paraît une des meilleures manières de nous faire avancer sur le sujet de l'eau, qui est un enjeu majeur pour nous tous. Cette journée est une belle illustration des objectifs que nous nous sommes fixés au sein de l'association, à savoir le partage des savoirs de façon à ce que l'évolution de notre monde agricole avance à grands pas. C'est aussi la volonté pour nous de faire descendre les savoirs nombreux et variés au plus vite à proximité du terrain, de façon que tout le monde puisse les approprier et en tirer les conclusions qu'il le souhaite. C'est aussi l'association, une interface entre le monde de l'entreprise et le monde agricole à travers les programmes de RSE que l'on peut mettre en place. Il est absolument nécessaire qu'il y ait des transferts entre ces deux mondes parce que la transition agricole va demander beaucoup d'efforts financiers. Ce sommet est né du constat partagé par les membres de l'association de Carbouey et la mairie de Bordeaux, de la nécessité d'avoir ici une parole forte à l'heure où l'agriculteur est à un tournant et cherche son avenir. Ce projet paraissait fou il y a un an. Vous voir si nombreux aujourd'hui est un vrai booster pour notre association et sa finalité. Il ne tient qu'à vous de nous rejoindre. L'association a une cotisation excessivement minime. Nous tenons particulièrement à remercier dès maintenant la mairie de Bordeaux qui a porté ce projet à ce côté depuis le début. Et je vais accueillir maintenant M. Urmic, maire de Bordeaux, pour introduire le sommet. Monsieur le maire. Mesdames et messieurs les élus de la ville de Bordeaux, Ève Demange, Maxime Guéquière, élu départemental également, donc mesdames et messieurs les élus en général, mesdames et messieurs les scientifiques, les participants, les viticulteurs, les agriculteurs, les étudiants, et je vois que vous êtes nombreux dans cette salle, et je tiens vraiment à vous saluer et vous dire que c'est un grand plaisir de vous recevoir à l'occasion de ce premier sommet agroécologique que nous avons, merci Monsieur Planté de l'avoir rappelé, que la ville de Bordeaux a tenu à soutenir dès le départ. C'est une initiative ambitieuse, portée par Xavier Planty et l'association agroécologique de Carbouey, et que je veux vraiment saluer ici. Je disais, c'est une initiative ambitieuse et naturellement, vous avez choisi une ville ambitieuse sur ce terrain-là et je suis heureux de voir cette convergence de vues vis-à-vis, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, d'un sujet qui nous préoccupe légitimement toutes et tous. Et je suis personnellement convaincu de l'intérêt que nous avons de rapprocher le savoir scientifique et les pratiques culturelles de demain. Les ingéniosités trouvées par les hommes et les femmes de la Terre sont essentielles et les avancées de la recherche doivent permettre à nos agriculteurs, à nos viticulteurs, de trouver des solutions rapides et naturelles, bien sûr, aux problèmes rencontrés. Alors vous avez choisi pour cette première édition de consacrer vos échanges au thème primordial qu'est l'eau, cette ressource naturelle si essentielle pour nos campagnes et pour nos villes. Vous le savez, notre région souffre particulièrement du manque d'eau, ça ne se voit pas aujourd'hui, mais souffre cruellement du manque d'eau, et c'est un sujet de vigilance majeure pour nous tous. Nous avons eu l'honneur d'accueillir en juin 2022 le Congrès européen de l'agriculture biologique et de recevoir en juin 2023, au niveau de Bordeaux Métropole, le label Territoire bio
engagé. C'est une immense fierté, sachez-le, pour notre ville de voir toutes ces rencontres s'organiser ici, car je suis convaincu qu'il nous faut refonder les relations entre les métropoles et les territoires voisins. Je n'emploie jamais l'expression qui était autrefois utilisée de territoire périphérique. Il n'y a pas de centre et de périphérie, il y a des territoires et des territoires qui sont voisins, qui sont complémentaires et qui sont condamnés à s'entendre pour la survie de notre humanité. Vous savez, en tant que maire d'une grande ville, je m'exprime régulièrement sur l'importance de se doter localement d'une stratégie d'aménagement du territoire avec une nouvelle relation entre ville et campagne, entre citadins et paysans, et cesser d'opposer les modèles urbains aux modèles voisins, c'est-à-dire souvent aux modèles agricoles. Nous sommes interdépendants et nous avons le devoir, en tant que ville, de faire en sorte que nos campagnes vivent mieux. Je dis souvent que je suis le maire du quotidien et le maire du lendemain. C'est-à-dire, je me soucie de savoir comment les Bordelais non seulement se nourrissent sainement, si possible, se nourrissent aujourd'hui, mais aussi comment ils se nourriront demain. Comment nos agriculteurs et nos viticulteurs vont pouvoir vivre et produire demain, en gagnant leur vie dignement, en participant à une gestion écologique de la terre pour qu'elle soit fertile et vivante. À Bordeaux, nous soutenons fortement l'agriculture agroécologique. Depuis 2 ans, nous avons installé un maraîcher bio sur un terrain de 2 hectares. Nous avons lancé le projet de 2 fermes urbaines qui devraient voir le jour concrètement en 2024. Nous avons également développé des marchés de producteurs. Depuis plus de 10 ans, notre outil de restauration collective, le syndicat intercommunal Bordeaux-Mérignac, a été reconnu établissement bio engagé. En 2 ans, nous avons réussi à passer de 34 à 46% de produits bio pour nous, entendez-moi bien, 26 000 repas quotidiens dans les écoles de Bordeaux et de Mérignac. Nous avons l'objectif d'atteindre 50% dès 2023, 51% atteint par le syndicat intercommunal en mars 2023, et en 2027, 60% de produits bio et 80% de faits maison, avec une part croissante de produits issus du commerce équitable Origine de France, afin de pérenniser les filières agricoles locales et régionales. Notre CIVU a déployé une 50aine de lots pour favoriser les petits producteurs, et c'est un travail exceptionnel qui est donc mené par une équipe au quotidien. Cet engagement s'accompagne aussi de la diversification protéique, avec une alternative végétarienne quotidienne et un menu végétarien 2 fois par semaine pour tous les établissements scolaires. Nous avons également fait fortement évoluer la cuisine dans nos crèches, avec un passage de 25% de produits bio à 80% de produits bio en 2 ans. Dans le cadre de notre feuille de route, Bordeaux recettes d'avenir pour des lendemains qui régalent, nous souhaitons motiver les habitants à consommer plus local, plus végétarien et bien sûr plus agroécologique, avec 75% de produits végétaux et 25% de produits d'origine animale. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète, c'est bon pour nos paysans et pour le porte-monnaie. Pour conclure, je veux dire que je suis vraiment ravi de vous voir si nombreux aujourd'hui. L'affluence est déjà un premier succès pour ce sommet. Ce n'est pas étonnant vu l'ambition portée par ces organisateurs et la qualité des intervenants qui vont débattre avec vous aujourd'hui. En 2024, nous allons avoir plusieurs temps forts sur l'agroécologie entre la loi d'orientation et d'avenir agricole et les élections européennes. Je suis très heureux que vous puissiez ici à Bordeaux contribuer à nourrir les débats et à trouver des solutions concrètes. Comme vous le rappeliez, Monsieur le Président Planté, il y a vraiment urgence. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon sommet. Nul doute que vous serez inspiré par la ville de Bordeaux qui va vous aider à avancer sur les réflexions et les recherches que vous menez. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon sommet bordelais. Merci. Bon, merci Monsieur le maire. Donc vous tous ici présents, cette réunion, elle doit se faire sur des échanges. N'hésitez pas à poser beaucoup de questions. Je passe la parole à Céline Colin-Bélier,
qui est pédologue et qui est chargé du comité scientifique de l'association. Et puis ensuite, c'est toi qui introduiras François Vernet, qui sera l'animateur des débats, c'est ça? Eh ouais. Bonjour à tous. Alors, on m'a demandé de mettre mon petit nom, alors je le mets. Voilà. Comme ça, vous saurez. Alors oui, j'ai la lourde charge d'être coordinatrice scientifique de cette association. Quand Xavier Planty m'a appelé, m'a parlé de l'association, je ne me suis pas bien rendu compte, en fait, que Xavier, quand il avance, il y va franco. Donc, quand il m'a annoncé qu'il voulait faire un sommet, je lui ai dit oui, c'est intéressant. Il m'a dit on fait ça dans 6 mois. Je lui ai dit non. Pas exagéré. On va peut-être respirer un peu. Et finalement, un peu plus longtemps après, mais pas tant que ça, on y est. Et on a choisi la thématique de l'eau. Alors, monsieur le maire rappelait que l'eau, c'est très important et que dans le département, il y a un petit peu de pénurie. Moi, j'essaye de voir un peu plus loin que le département, un petit peu plus loin même que la nation. Et j'essaye de voir pourquoi cette gestion-là est importante. C'est une thématique qui revient souvent dans les médias, pour plein de raisons que vous connaissez, donc je ne les citerai pas, pour ne pas lancer la polémique tout de suite. Pas tout de suite. Mais ceci étant, voilà, c'est pourquoi on avait cette question-là. Pourquoi l'agroécologie serait une solution, ou pas, est-ce que c'en est une, pour une gestion pérenne de l'eau. Et la question, c'est pourquoi l'eau, quelle est la problématique sur l'eau. Et je vais découvrir comment fonctionne le... Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Parce qu'après tout, l'eau, il y en a plein partout. Hein. La planète, son surnom, c'est la planète bleue. Et elle est quand même recouverte à beaucoup, beaucoup d'eau. Mais il n'y a que 2,5% de l'eau qui recouvre notre planète qui est douce. Ça ne fait pas beaucoup. Et l'eau douce, c'est celle qu'on boit, donc c'est celle que boivent les animaux, et si possible, celle qui irrigue, enfin qui alimente nos plantes. Donc, voilà, ça ne fait pas beaucoup. Et sur cette eau, sur ces 2%, comment ça se répartit au niveau de la planète, j'ai trouvé un joli schéma qui date d'une quinzaine d'années. Et en fait, je me suis aperçue en cherchant auprès de la FAO et compagnie. Donc la FAO, c'est la branche agriculture de l'ONU, la Food Agriculture Organization. Qu'en fait, ils avaient exactement les mêmes chiffres. Il y a beaucoup, beaucoup de milliers d'eau, en fait. Ça paraît très impressionnant, mais ça ne fait pas tant que ça. Je ne vais pas forcément vous les commenter. La majorité est dans les océans. Il y en a beaucoup qui partent dans l'atmosphère. Il y en a pas mal dans les glaciers. Ce schéma-là se retrouve sur Internet si vous le souhaitez vraiment précis. Mais globalement, on a pas mal d'eau qui n'est pas accessible. Si on déplie le planisphère et qu'on essaye d'avoir l'eau, ça permet de voir où se trouve l'eau. Avec un peu de chance. Ouais. Non, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. C'est ça que je voulais. Donc on en a dans les pôles sud. Il va falloir qu'ils fondent beaucoup pour avoir de l'eau. On a les pergélisols. C'est pareil, avec des eaux souterraines, des glaces souterraines. Pareil. Il va falloir que ça fonde sérieusement pour pouvoir y accéder. On a l'humidité du sol. Celle-là est très intéressante. On a la biosphère. Et tous les autres, je reviendrai dessus. Les eaux souterraines, les cours d'eau ne sont pas directement accessibles, mais on peut y pomper de l'eau. On a les lacs aussi, dans lesquels on peut pomper de l'eau, mais il faut toujours pomper. Et après, on a des réserves qui sont plus ou moins accessibles assez facilement, les zones humides, et qui sont très intéressantes. Donc l'humidité du sol et la biosphère. Je reviendrai dessus un peu plus tôt. Voilà. Pour plus se détailler sur ces 2,5% d'eau qu'on a, on en a 77% qui sont dans les glaciers. Quand je vous disais qu'il y en avait beaucoup sur les glaciers, c'est 77% de 2,5%, donc c'est pas grand-chose. Et c'est pas du tout accessible. On en a 22% qui sont dans les eaux souterraines profondes. Pareil, quand on dit profond, c'est profond, hein, c'est vraiment profond. Donc là, ça fait toujours difficile à accéder. Et finalement, sur ces 2,5% d'eau douce, il y en a 1% qui est accessible, qui est disponible pour nous. Sur ce 1%, il faut vraiment que je parle dans le micro, autant pour moi. Je vais faire mieux. Ouais, mais il faut que je regarde le schéma quand même, des fois. Mais, okay. Il faut arrêter celui-là alors, sinon ça va larcener. Non. Un appui long.
Sur le petit bouton. Ok, je respire, c'est ça? Ok. Non, on m'a dit 5 minutes. Là, j'ai déjà grillé 3 minutes, donc... Ok, merci maîtresse du temps. Je vous la présente après. Oui, c'est mieux, je peux comme ça voir les schémas. Donc, dans ces 1% disponibles, de nouveau encore des petits schémas, on a finalement 95% qui sont dans des eaux souterraines peu profondes. Peu profondes, ça veut dire que c'est assez facilement accessible, mais pas tant que ça. On en a moins d'1% dans l'atmosphère, moins d'1% dans les rivières, dans les organismes vivants en général. Dans les lacs, on en a 3%. C'est pas mal. Pareil, on peut les pomper. Et dans les sols et dans les organismes vivants, on en a moins de 2,5% globalement. Je vois Marc-André qui est en train de regarder. C'est le schéma, je l'ai sorti de... Je ne sais plus. Normalement, j'ai la source, mais là, je ne l'ai pas marqué. Toutes mes excuses. Je vérifierai. Mais la grande question, parce qu'on a quand même besoin de cette eau, d'où vient l'eau et où est-ce qu'il pleut le plus? Donc là, je vais faire juste une pause pour respirer 30 secondes, au cas où il y aurait quelqu'un dans la salle qui aurait une idée et qui oserait la donner. Où pleut-il le plus sur notre planète, à votre avis? En vision en grand. Hein. Ouais, je l'ai entendu. Exactement, c'est sur l'océan. Tout à fait là où nous ne sommes pas. C'est important d'être conscient de cette notion-là, de cette idée-là, que c'est sur l'océan qu'il pleut le plus. Et donc, c'est quand même pas très pratique pour aller récupérer les pluies. On nous parle beaucoup des récupérateurs d'eau de pluie, etc. Sur l'océan, ça va pas le faire. C'est un peu plus loin, quoi. Donc, il va falloir vraiment se concentrer sur les compartiments qui sont les plus accessibles pour nous. Et donc, les plus accessibles, c'est ceux que j'ai mis en évidence ici. Et, ce sont les sols et les organismes vivants. Et c'est là où nous pouvons, nous tous, dans cette salle, hein, pas que moi ou que l'association, vraiment tous, chacun à un autre niveau, c'est là où nous pouvons avoir des actions relativement directes, ou en tout cas c'est la question, quelles actions pouvons-nous avoir directement, indirectement, et c'est la question du jour. Voilà. Non, je n'ai pas fini. Maintenant, pourquoi cette question-là aussi? Parce qu'en fait, il faut remettre ça dans un contexte global. Je ferai fi des climato-sceptiques. Je vais prendre le parti que vous n'êtes pas sceptiques sur ce point-là. Et en tout cas, j'ai regardé ce que racontaient 3 groupes d'experts internationaux. Donc j'ai commencé par le GIEC, ce qui nous raconte au niveau du réchauffement climatique, puisque le GIEC, c'est le réchauffement climatique. Ce qu'on voit globalement, c'est que depuis 50 ans, il y a eu une augmentation non négligeable des températures et des températures moyennes annuelles sur l'ensemble de la planète. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits où il peut faire plus chaud et des endroits où il peut faire moins chaud. N'oubliez jamais cette idée-là, c'est que ce sont des températures moyennes sur l'ensemble de la planète. Donc la remarque de « ouais, mais chez moi, il ne fait pas plus chaud finalement cette année », c'est juste très ponctuel. On est sur l'ensemble de la planète. Et donc ils ont fait un certain nombre de modèles qui montrent quand même que, en plus des augmentations au niveau régional des climats et des extrêmes, qui sont plus fréquents et plus prononcés, donc à voir si les tempêtes qu'on vient d'avoir, de subir, vont pas un petit peu augmenter en termes de quantité et de fréquence et de force. Et donc selon les modèles, selon qu'on augmente la température moyenne d'1,5 degré, de 2, de 3 ou de 4, en fait, on voit que la température du jour le plus chaud, qui est en rouge, hein, plus c'est foncé, plus c'est rouge, finalement va être de plus en plus importante, va recouvrir de plus en plus la planète si on augmente vraiment trop, d'ici la fin du siècle. Que l'humidité du sol, elle, quand c'est bleu, c'est humide, quand c'est jaune, c'est moins humide. Elle se répartit vraiment très différemment s'il y a juste une augmentation d'1,5 ou si on est sur une augmentation beaucoup plus forte. Et j'ai inversé. Vous doutez bien que sur le Sahara, il ne va pas faire hyper humide. Et le nombre de jours pluvieux, c'est pareil, il va augmenter, mais il va se concentrer sur des endroits très particuliers qui sont un petit peu au-dessus de l'équateur. Donc ça va changer un petit peu la donne de la répartition de l'eau et de la pluviométrie. Hop.
Ah ouais, je suis pas mis dans l'ordre. Bon, c'est pas grave. Donc, ce que nous dit ce rapport, c'est que depuis les 50 dernières années, il y a vraiment une intensification des facteurs directs et indirects de changement, qu'avec la trajectoire actuelle, on n'est pas prêt d'atteindre les objectifs de conservation et d'exploitation durable de la nature et de parvenir à une durabilité. Donc c'est vraiment les modèles qui le montrent, sachant que ce ne sont que des modèles. Donc les modèles ont toujours une part d'incertitude, mais que quand même, qui sont en fonction des informations qu'on connaît, des données qu'on a acquises, et que ça, le GIEC le prend en compte dans les messages qu'il transmet aux décideurs. Il tient compte aussi de ces incertitudes-là. Donc quand il donne un message, en général, c'est pas juste pour faire croire qu'ils ont travaillé. C'est réellement voilà, des infos que je trouve relativement stables, sur lesquelles on peut avoir confiance. Donc si on veut atteindre... C'est bon. Si on veut réaliser les objectifs de 2030 et au-delà, c'est possible, mais il va falloir sérieusement avoir des changements profonds sur différents plans économiques, sociaux, politiques et technologiques. Il est vraiment urgent d'avoir des efforts et que ces efforts soient concertés. Faire chacun ses efforts dans son coin, c'est un bon début, mais les faire ensemble, c'est plus simple pour aller tous dans la même direction. Il faut juste être d'accord, c'est là où il faut réfléchir ensemble et c'est plus simple. Et donc ils alertent sur le fait que si on veut nourrir le monde de manière durable, en sachant que le monde, il y a 50 ans, on était beaucoup moins nombreux que maintenant, qu'on n'avait pas les mêmes conditions de vie, etc. Donc ça, c'est pris en compte aussi. Donc si on veut nourrir le monde de manière durable, en tenant compte des changements climatiques donc, et de la croissance démographique, il va falloir réfléchir à des systèmes alimentaires avec des capacités d'adaptation réelles et réduire le plus possible nos impacts environnementaux. Donc, il va falloir y bosser. Si je regarde, normalement, il y a l'IPBES qui passe avant, voilà, c'est ça. Non, j'en ai loupé un. Donc ça, c'était pas le GIEC, c'était l'IPBES, le précédent message, autant pour moi. Il va dans le même sens que le GIEC. Je suis un peu perturbée, j'avoue. Donc ça, c'était l'IPBES, et l'IPBES, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe intergouvernemental de scientifiques et politiques sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et en gros, c'est une espèce de GIEC de la biodiversité. Je dis bien une espèce, hein, c'est pas tout à fait pareil, pas tout à fait le même fonctionnement. Et donc on voit bien que les messages aux décideurs qu'ils envoient sont les mêmes globalement que ceux du GIEC. Et pourtant, je peux vous assurer que ce ne sont pas les mêmes experts qu'on retrouve au GIEC et à l'IPBES. Il peut y en avoir d'identiques, mais globalement, ce n'est pas les mêmes. Et pourtant, ils vont dans le même sens. Et si je regarde ce que nous raconte l'ONU via sa branche agriculture, donc la FAO, eh bien, il nous dit que les messages généraux qu'on peut trouver cette année sur leur site dans le cadre de la Journée mondiale des sols, qui elle aussi va être sur la thématique de l'eau, on voit que si on veut avoir de la vie sur Terre, c'est possible seulement, et vraiment seulement, on tient compte du sol et de l'eau, qui sont des ressources essentielles au maintien de la vie sur Terre. Que c'est en fait comme une espèce d'engrenage, donc comme ce sont des ressources essentielles, elles sont en plus interconnectées, et donc il faut une gestion intégrée. Et donc vous vous doutez que, comme dans tout engrenage, si vous mettez un grain de sable, eh bien l'engrenage va beaucoup moins fonctionner. Et le grain de sable, en l'occurrence, auquel je pense, ce sont les mauvaises pratiques, quelles qu'elles soient. Ça peut être des mauvaises pratiques agricoles, il y en a d'autres, il y en a toute une série d'autres, dont les pratiques urbaines notamment. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment une réflexion à avoir de façon concertée et pas chacun dans son coin. Donc si on a ces mauvaises pratiques, en fait, on va augmenter les risques d'érosion, on va diminuer, on va vraiment dégrader la biodiversité. Alors l'érosion, vous verrez aujourd'hui, il y a un spécialiste de l'érosion dans la salle, il sera là à la première table ronde. Il va y avoir une baisse drastique de la biodiversité, pareil, il va y avoir des écologues, de la fertilité des sols en général, et un certain nombre d'impacts sur l'eau en termes de quantité et de qualité de l'eau. Bon, une broutille, c'est un peu contrariant pour nous, pour notre vie au quotidien, mais on va faire avec. Et donc, par contre, si on arrive à avoir des pratiques adaptées,
qu'on pourrait appeler des bonnes pratiques, eh bien ça devient tout de suite beaucoup plus rayonnant. L'érosion, elle, va diminuer, la biodiversité va réaugmenter, va se stabiliser, voire réaugmenter, ça dépend des pratiques. On peut réaugmenter la fertilité des sols. Naturellement, hein, quand je parle de fertilité, c'est pas la fertilité, celle qu'on rajoute systématiquement, c'est la fertilité naturelle intrinsèque au sol qui évolue dans le temps, mais voilà, pas celle où on rajoute tout le temps en disant c'est bon, c'est fertile. Et puis quant à l'eau, elle va devenir beaucoup plus accessible, potable et en plus grande quantité. Et en plus, tout ça va avoir un impact sur le dérèglement climatique puisque ça va participer à son atténuation. Donc finalement, ça peut être pas mal, ça peut être intelligent de réfléchir dans ce sens-là. Si je reviens un petit peu sur les données sur les sols, donc la FAO a fait une étude sur les ressources en eau et les prélèvements par mètre cube, par habitant et par an sur l'ensemble de la planète. Donc sur 3 années, 2000, 2012 et 2018, si on regarde, on voit qu'en fait, les ressources globalement sont en baisse depuis 2000. Par contre, les prélèvements, le total de prélèvements est en baisse presque partout. Alors je l'ai mis en montant parce qu'en fait, ça pose problème. C'est un vrai problème parce qu'en fait, la quantité augmente. La quantité prélevée augmente. J'ai écrit à l'envers en fait. Hein. Ok, je l'avais relu pourtant, mais autant pour moi. Et donc avec des fois des écarts très importants, des sauts très importants auxquels il faut faire attention. Mais si oui, pardon, il y a bien une baisse globale partout de prélèvement par habitant, finalement, ce qui pourrait paraître... on nous fait tout un discours sur le fait qu'il faut consommer moins d'eau, etc. Mais de fait, on s'aperçoit qu'en moyenne, annuelle, par habitant sur la planète, et par région, par grande région, en fait, il y a une baisse de la quantité d'eau, sauf sur 3 continents, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale et Caraïbes. Maintenant, si on compare un petit peu, on voit que certaines régions ont très peu d'eau en ressources et par contre vont en consommer beaucoup. Maintenant, si on regarde, on va un petit peu plus se centrer sur nous et on voit qu'en Europe, eh bien, en Europe, finalement, la ressource n'a pas bougé. Donc, ça peut paraître antinomique avec le discours qu'on entend, mais les données montrent que pour une broutille, les ressources n'ont pas bougé depuis 20 ans. Et que par contre, la consommation, le prélèvement annuel par mètre cube par habitant, finalement, est en diminution en Europe. Donc on pourrait se poser la question dans ces conditions-là de pourquoi se préoccuper, là, nous, aujourd'hui, en plus, là, on est en Europe. Monsieur Urmic l'a dit, en Gironde, c'est un peu panique à bord, mais je vous ai dit, j'essaye de regarder plus loin. Mais du coup, j'ai regardé un petit peu une carte des pluviométries. Et cette carte-là, eh bien, elle nous montre, je pensais avoir mis la légende, c'est dommage, que les plus grosses pluies sont en fait pas là forcément où on les attend. Et ça, c'est le mois d'octobre, hein, donc c'est vraiment tout frais, où la pluviométrie est vraiment en patchwork. Et donc, c'est pas forcément là où on en a besoin qu'il pleut le plus. Et maintenant, si on se concentre sur un bassin versant, j'ai pris un bassin versant qui n'est pas local, j'ai pris la Picardie, c'est un petit peu d'actualité, vu ce qu'on entend aux actualités. On voit comment fonctionne l'eau, et tout le circuit de l'eau qui va commencer par s'évaporer, en partie de la mer et en partie des eaux continentales, se condenser, se précipiter ailleurs que là où ça s'est évaporé, s'infiltrer, ruisseler pour une partie et retourner à la mer. Et en fait, tout ça, c'est un cycle qui peut se faire en très local ou en moins local. Et du coup, en fait, il y a vraiment un déplacement de l'eau qui peut poser problème. Et si on regarde au niveau, enfin qui peut poser problème, qui pose question et qui demande vraiment à réfléchir tous ensemble. Et maintenant, si on regarde au niveau de la plante, qui va être quand même plus le sujet de notre, ou des plantes en général, qui va être plus le sujet de la journée, eh bien, on voit qu'on a de la pluie qui va tomber, il va y avoir une partie qui va partir par évaporation en touchant le sol, ou juste avant de toucher le sol, dans l'atmosphère, une partie par transpiration via les plantes. Il y a une partie qui va irriguer naturellement le sol et les plantes, une partie qui va ruisseler en surface ou en subsurface, une partie de cette eau-là qui va descendre dans le réservoir utilisable, encore une partie
Et ça continue à descendre par drainage dans le sous-sol pour atteindre les nappes. Je vous passe le détail de toutes les nappes qui existent en géologie, les nappes profondes. Ce n'est pas le sujet. Et puis, cette eau-là, à un moment donné, peut retourner soit à la rivière, soit à la mer. Ça dépend des connexions qui existent. Non, c'est ça que je voulais. Et donc, aujourd'hui, pour nous parler de ça, parce que c'est cette eau-là qu'on peut, nous, gérer à différentes échelles, eh bien, on a demandé à des intervenants de venir. Pour la première table ronde, ça sera le sol et l'eau. Le sol dans sa grande dimension. Avec, je vous disais, on a un spécialiste de l'érosion. Donc, il viendra nous parler notamment de ruissellement surfacique, subsurfacique, d'un point de vue ponctuel et d'un point de vue beaucoup plus au niveau du bassin versant. On a un écologue et spécialiste des sols qui viendra nous parler de l'ensemble global. Il en parlera mieux que moi, de toute façon. Et après, nous avons deux spécialistes des choses que moi je ne vois jamais parce que c'est vraiment trop petit. Nous avons Marc-André Sellos qui nous parlera plutôt de la rhizosphère, mais pas que. De toute façon, rassurez-vous, je présente les intervenants un peu plus après. Et puis Lionel Rangeard qui est écologue de la microbiologie. Et puis après, nous aurons cet après-midi une deuxième table ronde, plutôt sur le lien entre le végétal et l'eau. Là, nous aurons trois intervenants. Nous avons Cornelius van Leven qui va nous parler plutôt de la vigne, et de la gestion de la vigne et de l'eau dans les vignes. Nous avons Marceau Bourdarias qui va nous parler des interactions entre les plantes, l'eau et les cycles, qui pourra nous parler notamment des interactions entre l'eau et les plantes et de la saisonnalité et de la temporalité qui peut exister. Et puis nous avons Olivier Hébrard qui a un travail sur l'eau, qui est plus spécialiste de l'eau en général, et qui nous parlera de comment aussi gérer ça au niveau d'un bassin versant. Voilà. Alors, vous voyez, ce sont des gens qui réfléchissent, ce sont des chercheurs, mais la question est aussi de savoir s'il existe des solutions. Alors, des solutions, il en existe. Ne croyez pas qu'on soit totalement démunis. L'idée est de, comme disait Xavier Planty, d'essayer d'apporter des solutions. Il n'y a pas une solution, parce qu'il n'y a pas un milieu, il n'y a pas une personne. Donc il y a des solutions en fonction de tous les paramètres qui existent. Ça, c'est un travail qui a été porté au niveau national sur une solution qui est présentée par le groupe, par l'IPBES pour participer. Donc c'est un exemple de comment on peut faire. Et ce que moi j'ai retenu, c'est qu'en fait, il faut des boucles d'apprentissage et donc il faut tous travailler ensemble pour que ça fonctionne. Voilà. Et globalement, je voudrais finir quand même, avant de passer la main à notre maîtresse du temps, et j'ai grillé mon temps complet, et je voudrais finir là-dessus, parce que oui, une fois qu'on aura réussi à se passer de McDo et pizzeria, il va falloir bouffer des trucs qui traînent dans la terre, parce que globalement, presque tout a traîné au moins une fois dans la terre. Voilà. Et la terre n'est pas sale, c'est juste que ça salit nos vêtements. Et je vous remercie. Et je passe la main à notre maîtresse du temps. Bonjour à tous, je m'appelle Françoise Vernet, je suis présidente d'une association qui s'appelle Terre et Humanisme, qui est basée en Ardèche et qui œuvre pour l'agroécologie depuis une trentaine d'années. Voilà, mais aujourd'hui je serai l'animatrice de cette journée. Alors on va commencer par Pascal Bourdeau, je ne sais pas où il est dans la salle, qui va venir au nom des initiatives pour l'avenir des grands fleuves, qui va venir nous présenter le fonctionnement global, je ne sais pas si on va parler de la Garonne, des fleuves. Bien, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations de ce sommet agroécologie Bordeaux, je tenais tout d'abord à vous remercier de votre invitation, de votre sollicitude. Je voulais aussi vous témoigner ma surprise de me retrouver aujourd'hui face à vous en séance d'ouverture, puisque, comme vous allez le voir, je ne suis ni écologue, ni biologiste, ni spécialiste des questions agricoles, et je suis un historien des religions. Et a fortiori, je travaille sur le Vietnam. Donc une des premières questions, c'est qu'est-ce que je fais ici aujourd'hui et en quoi ma présentation peut être utile en fait au lancement de ce sommet.
En quelques mots, donc, je suis ici pour représenter, on va dire, 3 domaines. Le premier, qui est le mien, le plus personnel, qui est symbolisé par ce logo de l'École pratique des hautes études, puisque je suis maître de conférence dans cette institution, et c'est donc en tant qu'historien, historien des religions que je laisserai de côté, mais plutôt historien des sciences, ou au moins de réfléchir un petit peu sur le régime des sciences qui sont au cœur de toutes nos réflexions, pour essayer de réfléchir un petit peu à ces questions. Je suis aussi le représentant d'une deuxième institution qui est Biotope Festival, dont je suis le membre du conseil scientifique et technique depuis quelques années. Tout en étant originaire de Bordeaux, en fait, c'est une ville que j'ai quittée il y a maintenant plus de 25 ans, et donc je n'ai aucune expertise non plus sur les questions locales, mais des amitiés fortes depuis plus d'une trentaine d'années fait qu'il y a eu cet intérêt nouveau pour les initiatives qui ont été menées donc, depuis Saint-Émilion à travers cette association Biotope Festival, dont je suis finalement une sorte de représentant ou d'émissaire extérieur, non pas ni dans la région bordelaise ni en France, mais plutôt à l'étranger, et également surtout le lien avec une troisième association ou groupe de réflexion dont je suis membre depuis maintenant 6 ans, qui s'appelle donc les IAGF, Initiative pour l'avenir des grands fleuves, dont je voudrais vous parler un petit peu aujourd'hui. L'idée étant donc de présenter quelques réflexions méthodologiques en expliquant d'où je réfléchis sur ces questions-là et en quoi les réflexions que l'on mène sur les fleuves dans le cadre de cette association peut être éventuellement un modèle applicable ou réapplicable dans d'autres domaines et notamment sur les questions d'agroécologie. Donc, d'une certaine façon, cette surprise aussi d'être présent aujourd'hui, c'est de faire l'essai finalement du décentrement, se décentrer soi-même, réfléchir en dehors de la boîte, en dehors de notre domaine d'expertise, pour essayer d'ouvrir des nouveaux chemins, essayer de dégager aussi des réflexions qui, pour moi, sont essentielles, qui sont la pluridisciplinarité, essayer de regarder aussi au niveau global pour mieux retourner ensuite sur des questions d'analyse d'échelle micro. C'est une question qui me paraît importante. Et le message peut-être essentiel que je voudrais tenir aujourd'hui, c'est de vous présenter les points aveugles de ce genre de rencontre où finalement on se retrouve entre experts des terres, experts des érosions, etc. Et que toute une dimension finalement de la culture et de ce qui est être homme, les humanités classiques, les lectures symboliques de l'espace, des fleuves, etc., sont généralement reléguées au second plan. Donc bien sûr, les anthropologues, les sociologues des risques, les historiens de l'environnement, de plus en plus travaillent sur ces questions-là, mais il n'empêche qu'on a très rarement en fait une vision qui peut être une vision globale, une vision holistique de ces questions. Et de mon point de vue, autant on peut être d'accord sur le diagnostic que l'on porte sur la situation actuelle, du changement climatique, du dérèglement ou autre, la question finalement c'est est-ce qu'on se pose les bonnes questions pour pouvoir trouver les bonnes réponses. Et à travers la question de la pluridisciplinarité et de cette vision globale que je voudrais porter aujourd'hui, c'est une réflexion donc, que je voudrais vous porter. Donc en quelques mots, les IAGF, donc c'est une association ou un think tank qui veut être aussi un do tank qui s'est créé il y a quelques années sous l'initiative donc d'Éric Orsena qui est le président, toujours le président de cette association, et d'Elisabeth Hérault à l'époque qui était présidente de la CNR, Compagnie nationale du Rhône, qui s'était rendu compte que la question des fleuves en fait n'était absolument pas présente dans les COP, alors que le fleuve est finalement au cœur de toute civilisation humaine et qu'il était nécessaire de remettre en fait le fleuve au centre de tous les débats. Une des raisons aussi, c'est que réfléchir sur les fleuves, c'est considérer le grand cycle et le petit cycle de l'eau et de voir en fait toutes les transformations qui se jouent autour de la gestion ou du rapport que l'homme entretient avec ces fleuves. D'où l'idée qui est née de créer un panel, un groupe entre guillemets d'experts venant de mondes complètement différents, venant de pays complètement différents, pour avoir une vision à la fois internationale, mais aussi très très large du point de vue des disciplines. Et c'est dans ce cadre-là que, après avoir intégré donc des spécialistes des gestions des barrages, des politiques d'Afrique ou d'Amérique, des spécialistes de l'Asie aussi, ce groupe a eu l'idée donc de faire intervenir des trublions des sciences sociales et humaines, en particulier un archéologue, un anthropologue et également un historien des religions que je représente ici. Donc j'ai été bien évidemment très surpris
de cette sollicitation, et surtout je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je peux apporter, alors que je ne suis absolument pas expert des questions des fleuves et autres. Et petit à petit, en travaillant donc avec ce groupe, on s'est rendu compte finalement qu'une intelligence collective se dégage dès lors que l'on accepte de jouer la carte du décentrement et qu'à partir de sa propre expertise, on essaie de se rapprocher aussi du domaine de l'autre et de réfléchir collectivement. Donc cet intérêt que j'ai porté, moi, c'est en partant bien évidemment de mes propres études consacrées sur des communautés bouddhistes du delta du Mékong et de considérer le delta dans un premier temps comme un environnement naturel et le fleuve aussi, le Mékong en tant que tel. Je me suis rendu compte que petit à petit, non seulement le fleuve n'était pas qu'un acteur, mais que c'était un sujet, et que c'était un sujet fondamental aussi dans la vie des hommes, et que bien analyser le rapport que l'homme entretient avec son environnement, et en particulier avec son fleuve, permettait de penser différemment toutes ces questions. Donc, ce travail qui est mené depuis 6 ans maintenant dans ce cadre des IAGF porte finalement un esprit d'ouverture, un esprit de la discussion ouverte entre nous au service de conviction. Et cette conviction, c'est bien évidemment l'idée d'avoir une réflexion qui soit la plus intégrative possible de tous les domaines et qu'il n'y a pas de hiérarchisation a priori de tous les enjeux, que ce soit les questions politiques, que ce soit les questions techniques, que ce soit aussi les questions symboliques ou autres ou culturelles. La question, c'est de bien poser les bases d'une réflexion qui permette à chaque acteur, à chaque spécialiste aussi d'intervenir dans ces domaines-là. Donc on a essayé de dégager aussi une méthode pour déployer une série d'actions et de sensibilisation qui fait que lorsqu'on va sur des terrains différents, on a eu le privilège il y a 3 semaines d'aller au Bangladesh pour travailler aussi, ou d'observer au moins la situation dans 2 parties de ce pays, à la fois sur le Brahmapoutre et sur le nord du Bangladesh, mais aussi sur la partie littorale, pour voir ce qui se joue. Et ce qui se joue, bien évidemment, c'est la montée des eaux, c'est la salinisation, c'est tous ces aspects-là. Ce qui, moi, m'intéressait dans cette mission, c'est d'observer aussi les acteurs, d'observer comment les populations parlent, quelles sont leurs représentations, et comment nous, ensuite, on peut transmettre ces messages qui, généralement, sont très peu portés par les médias ou par les opinions publiques. Comment on fait pour finalement réfléchir ensemble? Puisque je parle du Bangladesh, autant évoquer un autre aspect qui permet d'expliquer aussi la présence aujourd'hui, c'est que dans le cadre d'une rencontre à Dhaka, où les experts nous ont parlé de la situation du Bangladesh, à nouveau, on s'est retrouvé avec des écologues, avec des hydrologues, avec des pédologues. Et la question que j'ai posée, c'est naturellement, mais est-ce que vous travaillez vous-même avec vos... qui étaient des très bons spécialistes d'ailleurs. Hein. Mais la question que je leur ai posée, mais est-ce que vous travaillez avec des historiens, avec des sociologues, avec des anthropologues qui permettent de mieux comprendre dans la temporalité, dans la spatialité, mais aussi dans les fonctionnements des sociétés, toutes ces questions. Parce que travailler dans son silo et travailler comme des experts sans avoir la possibilité d'expliquer de façon simple les enjeux, ça pose un problème. Ce n'est pas uniquement de la communication, c'est finalement une question d'éducation et de prise de conscience collective sur les enjeux pour qu'on puisse réfléchir ensemble. D'où cette question, c'est les convictions, c'est la pluridisciplinarité, c'est parfois même l'interdisciplinarité, essayer de faire rentrer ensemble des domaines qui naturellement ne se côtoient pas, pour donc sensibiliser aussi et engager des actions et proposer donc être soi-même force de proposition pour développer un réseau d'experts, un réseau international. Et je me fais le porte-voix aujourd'hui de ce groupe pour essayer de tisser des liens aussi qui pourraient se prolonger par la suite, dégager des plaidoyers, et je vous en présenterai un aussi, puisqu'il y a quelques années, on a eu l'occasion de travailler sur la Garonne, diffuser les savoirs, qui est un aspect très important, et depuis quelques temps aussi, les IAGF cherchent à développer des appuis à des projets de territoire, des projets très localisés qui nécessitent parfois peu de financement, mais qui, dès lors que l'on rentre dans cette méthodologie, peut dégager des nouvelles perspectives de recherche. Donc voilà quelques mots sur les IAGF que vous pouvez donc voir et mieux comprendre en allant sur le site. Une des questions que l'on s'est posées, ou que moi je me pose, c'est aussi le changement de perception soi-même de l'environnement et de notre regard sur le monde. Parler de l'eau, parler des fleuves, c'est quand on commence à réfléchir sur les cartographies alternatives, on se rend compte, bien évidemment,
comme Céline l'a dit, que la Terre bleue, que notre Terre, en fait, c'est avant tout de l'eau. Et lorsqu'on inverse, en fait, notre regard et que l'on considère l'eau comme la cause première et non pas les sols, on se rend compte que finalement, notre perception change de façon très fortement. Cette carte, je voulais vous la montrer pour montrer l'importance des bassins versants et de cette échelle d'analyse aussi, qui non seulement est une entrée technique, bien sûr, pour ces questions-là, mais pour l'historien, pour les historiens qui s'intéressent à tout ça, on se rend compte que finalement les bassins versants sont très souvent aussi les lieux de développement de civilisation, de royauté ou autres dans les temps très anciens. Donc il y a des logiques, bien évidemment, qui se dégagent lorsqu'on considère ces questions des bassins versants. Et je voulais mentionner un dernier point, qui est aussi l'hydrodiplomatie et la question de la sécurité alimentaire, puisque c'est un des domaines, disons, de réflexion de cette journée, pour montrer que les IAGF aussi, c'est l'endroit où peuvent se rencontrer des différentes organisations transnationales de gestion des fleuves, notamment l'OMVS, cette organisation de gestion du fleuve Sénégal, qui a à nouveau une entrée bien sûr technique de gestion et de répartition des usages de l'eau, mais qui a une dimension politique extrêmement importante, puisque chaque session, on ne cesse de rappeler que l'OMVS, dans les années 70, a été la seule institution à réussir à maintenir des relations et un dialogue entre la Mauritanie, le Sénégal, le Mali et la Guinée. Donc l'eau, on parle beaucoup de questions et de conflits de l'eau. On a aussi des outils, que ce soit l'OMVS, d'une certaine façon aussi la commission du Mékong, même si les enjeux ne sont pas les mêmes, ou aussi le Danube ou le Saint-Laurent. Bref, dans cette association, il y a aussi cette question que l'on souhaite porter de l'hydrodiplomatie. Quelques travaux qui ont pu être menés et que vous pourrez trouver, donc un ouvrage écrit par Éric Orsena qui est sorti l'année dernière, La Terre à soif, dans lesquels, là aussi, c'est un travail collectif. Éric a retravaillé l'ensemble des réflexions que l'on a menées. J'ai moi-même contribué à un chapitre particulier intitulé « Au royaume des croyances », où j'ai essayé de développer cette réflexion entre les fleuves, les religions, les spiritualités. Et une autre publication qui va sortir aussi très prochainement, donc les Blue Papers, soutenus par la chaire UNESCO sur les questions du patrimoine et de l'eau, basée à Leiden, qui touche à toutes ces questions aussi et qui joue également la carte de la pluridisciplinarité. Donc voilà, juste quelques présentations, disons, de ces travaux productifs. Quelques éléments peut-être un petit peu méthodologiques ou un petit peu complexes, je n'irai pas trop en profondeur, mais c'est pour illustrer, disons, cette question de l'importance vraiment de penser le régime des sciences qui nous importe, pour essayer de comprendre en fait comment on va de cette question de l'eau à la question des fleuves et comment des fleuves ensuite, il y a cette interaction, voire cette interdépendance bien sûr, avec les sols, qui pose des questions. Lorsqu'on parle de l'eau, bien évidemment, les notions qui ressurgissent en premier, c'est la question de la valeur, la question des principes. Lorsqu'on glisse plutôt vers les fleuves et qu'on rentre dans l'humain, là, c'est la question des pratiques et des usages, les bonnes pratiques ou les mauvaises pratiques qui ont été mentionnées précédemment, qui se jouent et qui interviennent de plus en plus sur ça. Il y a une interdépendance, bien évidemment, avec les sols, où se pose a priori la question des usages, mais finalement, tout ce que je voudrais peut-être exprimer ici, c'est que tout est interdépendant. Et non seulement le rapport entre les sols et les fleuves, mais également la perception et l'usage que l'on fait à la fois de l'eau, du fleuve et des sols. Parce que tous ces éléments sont bien évidemment des éléments naturels, et pour ceux qui sont familiers de la pensée chinoise, les 5 éléments et cette interdépendance qui forme aussi la cosmologie corrélative fait que l'homme n'est qu'un aspect de ce grand ensemble et de cette interdépendance des éléments qui nous entourent. Ce sont des substances, mais ce sont également des objets que l'homme réussit à maîtriser, mais ce sont des sujets en tant que tels qu'il faut respecter aussi. Et il faut savoir très souvent écouter aussi ce que nous disent les fleuves ou les sols pour pouvoir mieux s'adapter dans nos pratiques. Donc cet élément de l'interdépendance me paraît très important, et ce qu'on pourrait peut-être étudier en particulier pour bien comprendre cette interdépendance, ce sont les deltas. Les deltas qui sont vraiment au cœur de cette interpénétration du sol et du fleuve ou de l'eau. Et les deltas sont là aussi
les cœurs de nos civilisations. Ce sont des aspects qu'il faut voir non pas uniquement comme des données techniques, de maîtrise de l'eau, de maîtrise des sols, de l'agriculture ou autre, mais c'est considérer aussi ce que ces espaces ont créé en termes de civilisation. On parle de civilisation fluviale, et chaque population qui vit dans son delta a des formes particulières d'adaptation depuis des temps très anciens pour se protéger des risques, pour adapter ses pratiques locales, etc. Et tout ça, ça fait partie donc de ces éléments des savoirs anciens que l'on a parfois tendance à oublier. Donc j'ai mis ensuite ces trois aspects, une partie qui peut être une dimension un petit peu plus philosophique ou du rapport de la quête de sens de l'homme par rapport à ces questions, une question scientifique et ensuite une question politique. Et là aussi, il y a bien évidemment des interdépendances entre ces trois aspects. La dimension de la quête de sens, c'est faire attention aux savoirs anciens, de comprendre en fait comment la modernité aussi a parfois percuté ces savoirs anciens et a parfois cherché à se superposer à des savoirs autochtones, notamment que l'on a cherché à oublier ou qu'on a considéré comme des archaïsmes, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte, pour les gens qui voyagent et qui partent dans des sociétés anciennes, que ces savoirs locaux, que ces intelligences nous apportent certainement des clés aussi de compréhension, voire des solutions pour l'avenir. Donc il y a ces questions du rapport de l'autochtonie et des constructions aussi nationales ou supranationales dans ces questions. Une question plus philosophique aussi sur le monisme et le dualisme pour les gens qui travaillent sur les religions, considérer que l'homme est un élément de l'ensemble du cosmos et non pas l'homme qui maîtrise l'ensemble de son univers et qui a un rapport de transcendance avec l'au-delà, change complètement la donne aussi. Et il y a des rapports très évidents aussi avec la façon de penser l'écologie et l'écologie politique. L'homme n'est qu'un élément finalement dans une vision biocentrique aujourd'hui du monde. Donc il y a cette dimension, disons, de l'ontologie, pour utiliser un gros terme. La question scientifique qui me paraît important aussi en ouverture, d'avoir une position réflexive aussi par la science, se poser toujours la question de la validité, de la crédibilité ou de l'incertitude par rapport à ce que produisent des discours scientifiques. Et là aussi, il n'y a pas qu'un discours scientifique, ou il n'y a pas qu'une science, il y a plusieurs niveaux d'analyse aussi, et des savoirs traditionnels qui peuvent nous apporter beaucoup de choses et qui doivent intégrer une réflexion sur, à nouveau, la pluridisciplinarité, et peut-être un élément qui est important aussi, qui est ce qu'on appelle le pluriversalisme, cette façon de penser l'universalité, non pas d'un point de vue uniquement occidental, mais de chaque société. Chaque société a son point de vue sur l'universel et sur l'univers. Et ça, c'est des éléments aussi que les anthropologues ont beaucoup étudiés, mais qui peuvent être utiles aussi pour penser les questions d'environnement, les questions écologiques, puisque, à nouveau, tout est interdépendant. Et le troisième, c'est la question opératoire, la question du politique. Comment on fait pour définir les bonnes échelles d'analyse, les bonnes échelles de décision, comment on joue aussi sur l'acceptabilité pour dépasser les conflits et rentrer dans des consensus, dans de la concertation. Et là, ça pose la question, bien sûr, d'une redéfinition de l'économie politique, ou voire même de l'humanisme. Donc une question que je me pose, moi, à travers tout ça, c'est comment on est capable de mettre en adéquation une sorte de philosophie de l'action et d'une éthique environnementale. Comment ça fonctionne. Et pour repartir sur un domaine qui me correspond, moi, plus particulièrement, comment on passe d'une vision qui, très généralement, est très technico-instrumentale vers une recherche appliquée de sciences sociales humaines. Ça, c'est une question aussi que je me pose, comment les humanités classiques, la littérature, les sciences religieuses, la géographie culturelle, etc., peut apporter à ce débat. Et ça, c'est des éléments qui ne sont pas uniquement utiles pour l'adaptabilité sociale ou la transmission du message scientifique, mais aussi pour faire remonter les propres perceptions et représentations des populations vis-à-vis de ces questions. Donc, très rapidement, et là aussi vous pourrez retrouver le rapport que l'on a formulé lorsqu'on a pu passer quelques jours sur la Garonne, autour donc de la résilience des territoires du changement climatique. Donc on avait réfléchi sur ces trois questions au niveau du bassin à Dour-Garonne, comme illustration des impacts du changement climatique, comment partager les ressources et comment s'adapter au changement climatique. Et le plaidoyer ou les éléments qu'on a essayé d'avancer, qui se résument donc à ces 7 propositions. Peut-être pour revenir, c'est qu'on avait été invité bien sûr par la région Nouvelle-Occitanie et ensuite la région Nouvelle-Aquitaine. On était à Toulouse et à Bordeaux. On s'est rendu compte qu'en fait à Toulouse on avait une vision de la Garonne et qu'à Bordeaux on en avait une autre. Et que très paradoxalement, c'était à travers bien évidemment du bassin versant qu'il fallait penser cette question et qui était donc une des propositions qu'on voulait faire. Les éléments qui nous paraissaient importants, c'était à nouveau mettre la question de la recherche
recherche scientifique au premier point. Pour poser la question de la fiabilité des domaines, l'interdisciplinarité aussi, faire travailler les scientifiques entre eux aussi, les sciences dures et les sciences molles, généralement comme on dit, et rentrer dans des approches qui étaient plus multidimensionnelles. Simplifier, bien évidemment, ça c'est des questions des politiques sectorielles et du millefeuille administratif aussi qui est parfois extrêmement compliqué. Unifier là aussi, retrouver l'unité du fleuve pour penser dans l'ensemble de sa globalité les enjeux autour de des usages de l'eau. Dynamiser, là c'était éventuellement construire des incubateurs qui commencent à réfléchir aussi sur la raréfaction de l'eau pour accompagner les stratégies de développement, que ce soit dans le milieu agricole, dans le tourisme, dans l'économie ou dans les questions urbaines, par exemple. Partager, là aussi, c'est une question auquel on ne pense pas forcément, c'est le partage des données et discuter des données aussi. Rentrer dans la science ouverte et ne pas faire en sorte que chaque institution a ses propres données et, d'une certaine façon, justifie ses propres analyses à partir de ces seules données. La question des données, les métadonnées, de tout ce qui est aujourd'hui, notamment par les humanités numériques ou autres, l'ensemble de ces bases de données, c'est un aspect qui est fondamental, quoi. Échelonner les échelles aussi, donc là c'était la question des échelles à la fois dans le temps et dans l'espace, sur les projets et sur les perceptions, avec bien sûr l'échelle du bassin versant comme le niveau certainement le plus juste pour poser ces questions, et une dernière recommandation qui était s'approprier pour partager. Là, on rentre plutôt dans les données culturelles. Comment on fait pour que la population reconquiert les rives, les berges, redécouvre leur ville, redécouvre leurs fleuves, connaissent mieux leurs fleuves, leur histoire, et comment on peut rentrer aussi par la littérature, par les croyances locales, aussi sur ce rapport très particulier que l'homme entretient avec le fleuve. Donc voilà, c'était juste une représentation, disons, de ce qu'on avait pu effectuer il y a quelques années, qui peut être utile éventuellement pour discuter de ça. Une question ouverte, disons, sur les perspectives. Bien évidemment, ce premier sommet est un premier. Tout le monde espère qu'il va se poursuivre et que le réseau d'organisations et de partenaires va se développer. Et cette question des acteurs locaux et du partenariat et de la bonne discussion et interconnaissance aussi des associations ou de tous les partenaires est un élément qui est important. Et si les AGF peuvent intervenir aussi dans le cadre de ces rencontres, les IAGF peuvent être bien évidemment un partenaire, mais également un relais pour développer aussi une réflexion finalement sur des réalités qui sont plus globales. Pour les gens qui quittent leur territoire ou qui ont la chance de voyager, on se rend compte que finalement, très souvent, les problématiques doivent être adaptées au local, mais que les grandes questions finalement restent les mêmes. Et si on adopte une bonne méthodologie ou une bonne compréhension des enjeux, on peut par la comparaison, par le comparatisme, peut-être mieux comprendre aussi ce qui se passe sur notre propre territoire. Comparer, décentrer, peut être là aussi quelque chose de très utile. Et donc je vous ai présenté aussi là, une autre association qui est le Césaire, et un ami de collège aussi que j'ai retrouvé après plus de 30 ans, qui travaille lui-même en Nouvelle-Aquitaine. En discutant, je l'avais invité à venir, mais malheureusement il n'a pas pu venir, m'a transmis ce rapport, donc, qui date de 2 ans, sur justement la transformation agroécologique en Nouvelle-Aquitaine. Donc je ne sais pas si c'est un élément qui est connu ou pas, mais qui peut être éventuellement une question de débat ici, au moins aujourd'hui. Voilà, et pour vraiment terminer cette présentation, des questions que je formule aussi à nouveau, donc je vais le lire pour plus d'assurance que vous les compreniez bien, c'est comment formuler les enjeux environnementaux sous forme d'énoncés qui intègrent sur un pied d'égalité l'ensemble des problématiques interdépendantes de l'efficacité technique, de la finalité politique, de l'acceptabilité sociale et de l'adaptabilité des conditions humaines et naturelles locales. Comment concilier la recherche fondamentale et la recherche appliquée, et en quoi les sciences humaines peuvent apporter un éclairage sur les impacts environnementaux. Et quelques hypothèses donc, que je mets à discussion. Ça peut passer bien sûr par la promotion de la pluridisciplinarité, par le décentrement, qui est un aspect fondamental bien sûr dans la recherche, par l'approche globale qui les sous-tend, en s'ouvrant aux savoirs autochtones, anciens et actuels, aux perceptions et au vécu des populations locales. Donc on prenait en considération aussi ce qu'on appelle l'épistémologie des Suds,
Que nous disent les populations autochtones sur notre propre monde moderne? Et je mentionnerai l'exemple il y a quelques semaines d'une visite de Kogi, donc de ces populations de l'Himalaya, de Colombie, qui sont venues pour étudier le fleuve Rhône. Et il y a eu des rencontres entre la Suisse jusqu'à Arles, où ils ont pu du coup échanger avec les partenaires locaux et de comprendre la perception de ces Kogi sur ce qui se jouait ici, et quelque chose qui était, malheureusement je n'y étais pas, mais qui est extrêmement intéressant pour comprendre aussi les enjeux à travers d'autres regards. Donc c'est ces épistémologies des Suds, et enfin en élargissant notre définition du patrimoine, le patrimoine qui peut être matériel, immatériel, culturel, mais aussi environnemental, pour mieux porter attention finalement à la sauvegarde des représentations, ce que sont notamment les imaginaires ou les croyances des hommes, qui nous apportent aussi beaucoup de choses sur les enjeux actuels, et bien sûr les sensibilités. Ça passe par les arts, ça passe par l'esthétique, par une expression aussi esthétique, pour mieux comprendre aussi les usages qui se font autour du fleuve, et si on élargit plus globalement sur des questions plus généralement environnementales. Voilà, j'arrête ici. Je vous remercie de votre attention.